Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de cette table pour la deuxième heure, Mathieu Bocoté, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste, chroniqueur politique, bonsoir à Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique, et nous sommes avec le chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur aussi associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir David Rigoulet-Rose. Ma première question, elle est, j'allais dire technique. Où est-ce qu'on en est de la destruction des sites stratégiques iraniens, c'est-à-dire les sites nucléaires? Est-ce qu'on sait à quel point l'armée israélienne a avancé sur ce point-là? C'est très difficile, il faut demeurer très prudent parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour... ce qu'on sait, c'est que les sites ont été visés. Notamment, il y a 3 sites principaux en fait. Il y a Natanz, Fordo, qui est le vrai grand site, et puis Ispahan. Donc pour ce qui est d'Ispahan et de Natanz notamment, oui, il y a eu des dégâts importants, et notamment, il semblerait, alors notamment en surface à Natanz, tout ce qui était le système électrique qui permettait d'alimenter les 14 000 centrifugeuses en sous-sol aurait été très endommagé, ça aurait impacté le fonctionnement des centrifugeuses. Et puis en surface, vous aviez des 4 bâtiments en fait, dont une usine de conversion d'uranium en surface et de fabrication des plaques de combustible. Donc tout ça a été rasé. Donc rasé, ça veut dire on peut pas les reconstruire dans un temps court en tout cas. Ah non. Voilà. Et puis ça coûte cher. Ouais. Donc oui, et puis ça prend des années. Oui, alors ça dépend. Des mois ou des années. Ça dépend de l'énergie et de l'argent qu'on met pour ça. Mais en tout cas, donc il y a eu des gros dégâts sur effectivement le site de Natanz, manifestement, également sur le site d'Ispahan. La vraie question, en fait, c'est sur le site de Fordo parce que c'est celui qui est le plus en profondeur. Il semble, alors il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux l'évocation d'un séisme de 2,4 sur l'échelle de Richter. À proximité de Com, enfin où se trouve le site de Fordo, dont on n'a pas d'éléments explicatifs pour l'instant, donc il faut se garder. Ça évolue d'heure en heure, cette situation. Oui, mais il semblerait qu'il y ait eu des frappes sur Fordo, mais de toute façon, le problème de Fordo, il demeure, c'est la profondeur du site. Et c'est pour ça qu'on utilise, ou en tout cas il y a cette éventualité de cette bombe américaine qui creuse en profondeur. Oui, alors c'est la fameuse GBU 57, la MOB, qui est une bombe à forte pénétration qui peut descendre théoriquement autour de 60 mètres. Mais il se trouve que ce site-là est probablement plus en profondeur encore. Et de toute façon, les Israéliens n'en disposent pas. Ce sont des bombes dont on dispose seulement... Il faudrait un appui américain et donc c'est incontestable, à la fois pour la munition elle-même et pour le vecteur, puisqu'il n'y a que 2 types d'avions qui peuvent la porter, c'est le B-52 et le B-2 américain, qui sont d'ailleurs prépositionnés sur l'île du Sud, qui servait de hub dans l'océan Indien, qui servait de hub justement pour bombarder préalablement le Yémen. C'est Diego Garcia, la grande base britannique, en fait, qui sert aux Américains, qui a servi lors de la guerre en Afghanistan en octobre 2001, et lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Voilà. Donc c'est là qu'est prépositionné ce type d'avions qui sont évidemment Donc pour l'heure, David Rigoulet-Rose, les Iraniens ont une capacité de répondre et ils ont une capacité de répondre avec une arme nucléaire ou pas? Ah non, ils n'ont pas d'arme nucléaire. Bien sûr que non. En revanche, évidemment, ils sont parvenus à un niveau d'enrichissement qui fait l'objet de toutes les préoccupations, qui a été stigmatisé par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré le processus d'enrichissement à 60%, qui les rapproche très près du niveau requis pour une matière nucléaire à 90%. Ils auraient aujourd'hui 400 kilos. C'est théoriquement la possibilité enrichir à 90%, de faire une dizaine de bombes. Mais attention, quand on dit de faire une dizaine de bombes, c'est pas une fois qu'on a l'enrichissement à 90%, c'est pas ça qui fait la bombe. Après, il y a 2 autres étapes. D'abord, ça c'est la donnée technique. La vraie étape, c'est la militarisation et la miniaturisation d'un engin. Ça, c'est une décision non pas technique mais politique. Et donc, entre le moment où vous avez le stock disponible et la fabrication de l'engin, il y a encore un délai, évidemment. Simplement, les Israéliens ont considéré, à tort ou à raison, que on approchait la ligne rouge et que c'était trop dangereux d'attendre.
cette possibilité de passage du Rubicon par Téhéran, d'autant plus que pour la bombe, si une bombe devait y avoir, s'il y avait une décision qui pouvait être prise, ce qui semble-t-il n'a pas été le cas jusqu'à présent, il y a des progrès spectaculaires dans le balistique. Or, le balistique, c'est la vectorisation d'un engin potentiel, qui pour l'instant n'existe pas en tant que tel, mais on va dire que le début et la fin, les deux pièces du puzzle sont établies, et donc ne reste que cette partie centrale qui est la décision politique et non plus technique d'utiliser cet uranium enrichi pour fabriquer un engin. Mathieu Bocoté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas toujours une part de brouillard lorsqu'on cherche à comprendre ce qui se passe exactement en Iran? Alors, je donne 2 exemples, et pour la bombe, et pour le maintien du régime. Moi, je vais me dire, depuis que j'ai 20 ans, j'ai l'impression que le régime va s'effondrer dans 6 mois. Et depuis plusieurs années, j'ai l'impression aussi, mais attends, que l'Iran va avoir la bombe dans 6 mois ou dans 3 ans. Donc, qu'est-ce qui fait que cette fois-là, on a l'impression que c'était à ce point, par exemple, l'idée qu'Israël pourrait un jour frapper? Ça traînait dans le débat public depuis longtemps. Ça fait 20 ans. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que cette fois-là, c'était à ce point, l'hypothèse c'était à ce point concrétisée qu'il fallait frapper maintenant? Alors, du point de vue israélien, après le 7 octobre, il y a l'idée qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour non pas annihiler totalement, parce qu'ils savent que c'est pas possible en réalité, parce que c'est indissociable d'autres éléments, le programme, mais en tout cas de le retarder beaucoup plus qu'ils n'ont pu le faire jusqu'à présent par des opérations type Stuxnet, virus informatique, opérations spéciales, etc. Justement parce que il y avait dans le cas du processus d'enrichissement accéléré, qui, il faut le dire, est imputable à la sortie unilatérale de Donald Trump, puisque il a renié le JCPOA, et du point de vue de Téhéran, ça a légitimé finalement la reprise de l'enrichissement à grande échelle entre 2019 et aujourd'hui, pour parvenir effectivement à être un État, ce qu'on appelle du seuil, disposant de la maîtrise complète de la filière de l'enrichissement. Et ça, c'est un acquis. Et on ne reviendra pas sur cet acquis, tout simplement parce que c'est une matière grise. Ce sont des ingénieurs sur 20 ans, des techniciens, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Israéliens ont fait une élimination ciblée d'une dizaine de scientifiques de très très haut niveau. Ouais. C'est le haut du spectre, en fait, de la structure technique, technologique, intellectuelle du pays. Parce que, justement, ils savent très bien qu'on ne revient pas sur cet acquis. Ce qui prend c'est une formation des personnes, etc. Il y a une culture scientifique très importante en Iran, qui a été d'ailleurs qui s'est traduite justement par ces progrès. Philippe Guibert. Justement, on regarde ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Israël a les moyens d'abîmer, de retarder la démarche nucléaire de l'Iran, mais pas de la remettre complètement en cause. Comment vous analysez les buts de guerre, les buts politiques de guerre du gouvernement israélien, avec une déclaration de Benjamin Netanyahou cet après-midi sur nous n'excluons pas de tuer le guide iranien. L'ayatollah Ali Khamenei. Est-ce que la logique finalement des Israéliens n'est pas de pousser au renversement du régime, tout simplement, et pour le dire franchement, avec toutes les incertitudes ou les risques ou les chances que ça peut comporter? Réponse de David Rigolero. C'est une vraie question qui est tout à fait pertinente, parce qu'en réalité, quand on regarde les débuts de l'opération, c'est-à-dire que le président Donald Trump avait initié des négociations, et il avait dit de manière très explicite que lui, à titre personnel, n'était pas dans une logique de changement de régime, qui tendait la main, entre guillemets, aux Iraniens, en considérant qu'il y avait un problème à régler, mais que, contrairement à ses prédécesseurs, comme George Bush avec l'Irak, il n'était pas dans cette démarche. Et on peut penser que c'était effectivement le cas. Et puis, il se trouve que donc il initie un processus auquel ne croyaient pas les Israéliens, qui lui ont fait savoir, qui ont essayé un peu de lui forcer la main d'ailleurs, et qui ont profité probablement d'une opportunité pour lancer l'opération militaire, parce qu'ils considéraient que, non sans raison pour partie, mais pour partie seulement, il y avait une logique dilatoire de la part des Iraniens, qui eux, en tout cas, étaient très clairs sur une ligne rouge: on ne négociera pas le démantèlement de la filière nucléaire iranienne. Parce que c'est permis par le TNP, le traité de non-prolifération, etc. Mais la logique des événements, puisque pour aller dans votre sens, la logique des événements semble dessiner une perspective de régime change.
Clairement, avec tous les attendus très très incertains que ça peut susciter, et ce qui corroborerait ça, ce sont certaines déclarations d'appel à l'insurrection de la population contre leur propre gouvernement. Justement, si je me permets, puisque les dépêches tombent à l'instant, ce sont des déclarations de Benyamin Netanyahou. Il dit deux choses. La première, il dit « Nous éliminons un par un les membres du haut commandement militaire iranien ». Et la deuxième chose, il vient de déclarer « Nous changeons la face du Moyen-Orient ». Oui, mais ça fait écho à la déclaration qui avait été à l'époque sous-évaluée. Le 9 octobre, 2 jours après le 7 octobre, il a dit « Nous allons changer le Moyen-Orient ». Bon, ça continue. Mathieu Bocoté. C'est en cours. Vous avez évoqué la question du régime change, c'est-à-dire cette idée qu'on va déstabiliser, enfin, on va changer de régime dans un pays et on fait un régime allié, potentiellement de démocratie. Jusqu'ici, ça a plutôt échoué quand même. Depuis une trentaine d'années, c'est pas une grande réussite, les opérations de changement de régime, c'est une espèce de wilsonisme botté à l'américaine. Est-ce que, paradoxalement, l'Iran n'est pas le pays où ça pourrait fonctionner, dans la mesure où il y a une vraie culture nationale, il y a une civilisation qui se déploie sur plus d'un millénaire? Est-ce que l'Iran, si un pays dans tout cet environnement peut potentiellement, et je le dis avec tout le scepticisme qui vient, peut potentiellement changer, est-ce que ce serait pas l'Iran potentiellement? C'est un pari très dangereux. Vous aurez compris, j'ai multiplié les points d'interrogation. J'essaie de comprendre ceux qui se disent pourquoi cette fois-là ça fonctionnerait. Parce que c'est une obsession qui peut se comprendre du point de vue israélien, mais c'est un pari très dangereux pour 2 raisons. Parce que on a vu les précédents qui étaient pas forcément des réussites, et d'ailleurs ça explique la prudence des Américains. Eux, ils ont enregistré les faits, je crois. Justement, et la prudence de Donald Trump qui n'était pas dans cette logique-là. Parce qu'il y a le syndrome de 2003 avec l'Irak. Et donc, il se trouve... pourquoi c'est un pari dangereux? Parce qu'il y a 2 éléments qui ne plaident pas dans ce sens. Le premier, c'est que l'effondrement brutal du régime actuel, que tout le monde pourrait évidemment attendre favorablement avec l'espoir d'une démocratisation, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opposition structurée, constituée. Aujourd'hui, il y a une opposition au régime, une défiance de la majorité de la population, mais pas d'opposition. Il n'y a pas d'élite de remplacement. Non. Et c'est un problème majeur dans le cas d'un effondrement brutal où vous avez une transition effectuée, où il n'y a pas de substitut, justement, qui pourrait organiser et empêcher le chaos. Dont le risque est avéré parce que vous avez, dans le cas de l'Iran, qui est un immense pays de 88 millions d'habitants, qui est un pays trimillénaire, de grande culture, mais qui a toujours eu des périphéries parfois tumultueuses. Justement, et avec une logique centripète historique, justement, du plateau iranien par rapport à ces périphéries qui sont le Baloutchistan, à proximité du Pakistan qui a la bombe, qui sont les Kurdes au nord-ouest, qui sont la minorité azérie qui jouxte une république d'Azerbaïdjan ennemie de Téhéran et qui a une région, le Khouzistan, peuplée d'Arabes. Donc, le problème, c'est que l'effondrement brutal d'un régime, si elle paraît souhaitable à bien des égards, paraît aussi également être un calcul dangereux par les logiques centrifuges que ça pourrait initier. Mais si je vous comprends bien, est-ce que vous diriez que finalement le néoconservatisme version 2003 survit peut-être aujourd'hui dans l'esprit de M. Netanyahou? C'est possible. Il avait approuvé l'opération. C'est possible. On pourrait voir les choses comme ça. D'ailleurs, il assume d'une certaine manière la logique du changement de régime en disant que ce serait le renversement d'un régime cruel et despotique, non sans raison, qui libérerait la population. Soit, mais avec évidemment, toutes les questions qui surgiraient immanquablement à ce moment-là. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose de nous avoir apporté vos précisions, votre savoir sur ces questions qui sont encore une fois très difficiles, très compliquées et surtout qui, évoluent d'heure en heure. Je vous signale qu'Au cœur de l'histoire, c'est présenté par Stéphane Bern tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 et demain, mardi 17 juin, Hélène Deporte et Marie-Louise de Crussol. Voilà donc les 2 figures dont va parler Stéphane, 2 femmes rivales dans l'ombre de la défaite de 1940. À tout de suite dans Europe Soir.